Ma sœur a cassé tous les cadeaux d'anniversaire de mon fils pendant que tout le monde riait. Puis mon père a enlevé son alliance et a prononcé 4 mots qui ont changé notre famille pour toujours. La première goutte de vin a touché le papier à exactement 16h15 de l'après-midi. Ma sœur Jessica ne l'a pas renversé. Elle l'a versé. Elle se tenait au-dessus de mon fils de 6 ans, Jacob, penchant son verre de pinot noir avec une précision désinvolte, presque ennuyée. Jacob avait passé 3 jours sur cette aquarelle. C'était un paysage du lac devant le chalet de nos parents, un cadeau sur lequel il travaillait méticuleusement pour son grand-père. Maintenant, un liquide rouge foncé déteignait sur le ciel bleu, imbibant le papier, gondolant les bords, transformant son dur labeur en un gâchis détrempé et ruiné. Il doit apprendre que le monde se fiche de ces petits gribouillages, a dit Jessica, sa voix pâteuse mais ferme. Ça prend de la place sur la table. Et honnêtement, Jacob a besoin de s'endurcir. Elle a fini son verre, l'a posé sur le papier mouillé avec un bruit sourd et humide, et a cherché l'approbation dans la pièce. Mon oncle Marc, assis sur le canapé, s'est frappé le genou. Ça, c'est une leçon à $50, gamin. Endurcis-toi ou tu te feras dévorer. Le rire a commencé alors. Il s'est propagé dans le chalet avec un son strident et laid. Ma mère a gloussé nerveusement, désespérée de garder l'ambiance légère. Mon cousin a souri d'un air suffisant. Jacob, lui, s'est simplement figé, fixant les ruines de sa peinture, ses petites mains tremblant au-dessus de la table. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour essuyer le vin. Je n'ai même pas respiré pendant les premières secondes. J'ai simplement regardé mon fils. Jacob n'a pas émis un son. Ses épaules tremblaient et son visage est devenu d'un rouge marbré, mais il n'a pas crié. Il s'est mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, se comprimant physiquement dans sa chaise, essayant de se faire assez petit pour disparaître. Il ne cherchait pas le réconfort. Il cherchait l'invisibilité. Il attendait que les rires cessent, espérant que s'il était assez silencieux, le prédateur se désintéresserait. Et dans ce silence, je l'ai vu. J'ai vu la chaîne invisible s'enrouler autour de son cou. C'était la même chaîne que j'avais portée pendant 29 ans. La chaîne qui m'avait appris à me taire, à être arrangeante, à ravaler ma colère pour ne pas troubler la paix. Je regardais mon fils apprendre la réaction de Fan en temps réel. Il apprenait que sa douleur était une blague pour les personnes qui étaient censées l'aimer. Il apprenait que son travail consistait à sourire à travers l'humiliation pour que les adultes ne soient pas mal à l'aise. Il apprenait à être moi. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique, plus froid que le lac à l'extérieur. Je ne le regardais pas seulement se faire harceler. Je le regardais hériter de mon traumatisme. Je transmettais un héritage de silence, une prédisposition génétique à être un paillasson. Si je ne brisais pas cette chaîne maintenant, à cette seconde précise, il la porterait pour le reste de sa vie. Il grandirait en s'excusant de prendre de la place. J'ai regardé mon père, David. Il était assis au bout de la table, les mains jointes sur son assiette vide. Son visage était taillé dans la pierre, illisible pour quiconque ne le connaissait pas. Mais moi, je le connaissais. J'ai vu la façon dont ses jointures étaient devenues blanches en serrant sa fourchette. J'ai vu le muscle de sa mâchoire tressaillir. L'air dans le chalet est devenu électrique, lourd de la pression des choses non dites depuis des décennies. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment le plancher en bois, un son dur et grinçant qui a tranché le rire comme un couteau. Je n'ai pas bougé pour nettoyer le désordre. Je n'ai pas demandé de serviette. J'ai contourné la table et me suis tenu directement entre Jessica et Jacob, utilisant mon corps comme un bouclier pour lui bloquer la vue de mon fils. Je n'ai pas regardé le vin. Je l'ai regardé, elle. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas ressenti le besoin d'arrondir les angles ou de faire une blague pour détendre l'atmosphère. J'ai ressenti la clarté froide et dure d'un pont qui brûle. Ce n'était pas de la rage. C'était l'heure des comptes. J'en avais fini de payer les intérêts d'une dette que je n'avais jamais contractée. Tu as apprécié ça, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle était plate, clinique. Tu as aimé regarder un enfant de 6 ans créer quelque chose, et tu as aimé le détruire. Jessica a levé les yeux au ciel, se servant un autre verre de la bouteille sur le buffet. Ses mouvements étaient amples et arrogants. Oh, Sarah,
ne sois pas si dramatique. C'est du papier. Je lui ai rendu service. Maintenant, il peut apprendre à faire quelque chose d'utile au lieu de faire des saletés. Utile, ai-je répété, le mot ayant un goût de fer dans ma bouche. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le sourire suffisant de Jessica a vacillé, son verre s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Ma mère a eu un hoquet, une brusque inspiration qui signalait le début de sa panique. Je n'ai pas scié. Je n'étais plus la sous-chef, gérant les commandes et gardant la cuisine calme pendant un coup de feu. J'étais une mère observant un prédateur, et j'en avais fini de négocier. J'ai de nouveau regardé mon père. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux s'étaient déplacés de la table vers moi. Avant que je puisse dire un autre mot, ma mère, Suzanne, s'est précipitée sur les lieux. Mais elle n'est pas allée vers Jacob. Elle n'a pas serré l'enfant en pleurs dans ses bras. Elle a attrapé une poignée de serviettes en papier et a commencé à essuyer frénétiquement le vin de la table. « Oh, Jessica, tu es si maladroite », a-t-elle gazouillé, sa voix aiguë et tendue, vibrant d'une énergie frénétique et désespérée. Elle frottait le bois, ignorant complètement la peinture ruinée. « Sarah, ne fais pas la tête. C'était un accident. On peut lui acheter un livre de coloriage, un beau, avec des autocollants. » Elle nous a regardés, son sourire trop étiré, ses yeux suppliants. « Passons juste un bon dîner, s'il vous plaît. C'est la fête du travail. Nous sommes une famille. » Je l'ai regardée, et la pitié que je ressentais habituellement pour elle s'est évaporée. J'ai alors réalisé que ma mère n'était pas confuse. Elle n'était pas impuissante. Elle était dépendante. Elle était dépendante de l'illusion d'une famille heureuse, et elle était prête à payer n'importe quel prix pour la conserver, mais elle ne payait jamais le prix elle-même. Elle nous taxait. Elle taxait les bons enfants, les silencieux, ceux qui ne criaient pas. Elle sacrifiait notre dignité pour apaiser le monstre, car Jessica était la seule qui menaçait de mettre le feu à la maison. Suzanne laisserait Jacob saigner juste pour garder le tapis propre. Exactement, a dit Jessica, encouragée par la défense de notre mère. Elle s'est penchée en arrière, faisant tourner son vin. Il est trop sensible. Sarah le materne. Je lui rends service, je lui apprends comment fonctionne le monde réel. C'en était trop. Le bruit sec du dernier fil qui se rompt. Mon père, David, s'est levé. Il ne l'a pas fait rapidement. Il l'a fait avec la lenteur pesante et grinçante d'un vieil édifice qui cède enfin. Il s'est dirigé vers le manteau de la cheminée où était accrochée une enseigne en bois rustique sur laquelle les mots « La famille, c'est pour toujours » étaient peints en écriture cursive. Il l'a fixé une seconde, puis s'est tourné pour faire face à Suzanne. « Tu as essuyé la table » a-t-il dit. Sa voix était dangereusement basse, un grondement de tonnerre avant l'orage. « Tu n'as pas pris de nouvelles du garçon. Tu t'es inquiété de la tache sur le bois. » Suzanne s'est figée, une serviette imbibée de vin à la main. « David, arrête d'être dramatique. J'essaie juste de... » « Tu essaies de maintenir la paix » l'interrompit-il. « Mais il n'y a pas de paix, Suzanne. Il n'y a que le silence, et j'en ai fini de payer pour ça. » Il a baissé les yeux sur sa main gauche. Il a tourné son alliance en or. Elle était serrée, enfoncée dans la chair de son doigt. Il la portait depuis 40 ans. Il s'est dirigé vers l'évier de la cuisine, a pompé une noisette de liquide vaisselle sur sa jointure et a commencé à la retirer. C'était douloureux à regarder. Il a grimacé, tirant et tournant jusqu'à ce que la bague glisse sur l'articulation avec un bruit sec et humide. Il est retourné à la table. Il a tenu la bague au-dessus de la flaque de vin qui continuait d'imbiber la peinture de Jacob. Il l'a lâchée. Elle a heurté le papier mouillé avec un bruit sourd, éclaboussant de gouttes rouges la nappe blanche. « J'en ai fini de maintenir ta paix » a-t-il dit. « Et j'en ai fini de te protéger. » Le silence dans la pièce n'était pas seulement du calme. C'était un vide. Il a aspiré l'air du chalet. Ma mère a fixé la bague posée dans le vin comme si c'était une grenade qui venait d'atterrir sur ses genoux. Jessica a ri, un aboiement aigu et nerveux. « Papa, tu es sénile. » a-t-elle raillé, bien que ses yeux parcouraient la pièce. « C'est une peinture. Tu vas divorcer de maman pour une boîte d'aquarelle à $5. C'est pathétique. » David ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé maman. Il s'est dirigé vers son sac de voyage dans le coin de la pièce. Il l'a ouvert et en a sorti un épais carnet relié en cuir noir. Il avait l'air vieux,
le dos plissé, les bords usés. Il est retourné au bout de la table et l'a posé avec un bruit lourd. Je suis ingénieur en structure depuis 40 ans, Jessica, a-t-il dit, sa voix calme, factuelle, terrifiante. Mon travail consiste à suivre les fissures de contrainte, à trouver les failles avant que le bâtiment ne s'effondre. Je suis les défaillances. Il a ouvert le livre. Les pages étaient remplies de son écriture, des colonnes nettes, précises et méticuleuses de dates et de chiffres. Il y a 3 ans, a-t-il continué en faisant glisser un doigt sur la première page. Tu m'as dit que tu avais besoin de 5 000 $ pour un prêt commercial. Tu as dit que ta carrière d'influenceuse décollait, mais que tu avais besoin de nouvel équipement. Jessica a croisé les bras, levant les yeux au ciel. Oui, et je t'ai remboursé, en grande partie. Qu'est-ce que c'est, un audit? Tu n'as pas remboursé un centime, a dit David. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que j'ai commencé à suivre, pas seulement les gros prêts. Tout. Chaque fois que ta mère disait qu'elle avait besoin d'argent supplémentaire pour les courses. Chaque fois qu'elle retirait de l'argent pour des réparations à la maison qui n'ont jamais eu lieu. Chaque fois que notre compte d'épargne joint baissait pour des urgences. Il a tourné le livre pour que Jessica et Suzanne puissent voir les colonnes. J'ai suivi les dates. J'ai suivi les montants. Et puis j'ai engagé un expert comptable judiciaire pour savoir où l'argent était réellement allé. Suzanne a émis un petit bruit étranglé. Elle a tendu une main tremblante. David, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. Tout le monde doit savoir, a dit David. Parce que tout le monde s'est moqué de Sarah. Tout le monde s'est moqué de Jacob. Tout le monde pense qu'ils sont faibles. Mais ils ne sont pas faibles. Ce sont eux qui paient la facture. Il m'a regardé alors, et ses yeux étaient remplis d'excuses profondes et douloureuses. J'ai laissé faire ça, Sarah. Je t'ai laissé penser que tu valais moins qu'elle. Je t'ai laissé penser qu'elle était spéciale et que tu étais juste là. Mais je regardais. Je comptais. Il a tourné la page. Collés au papier se trouvaient des reçus de virement bancaire. Ce n'est pas de l'argent de poche, Jessica, a-t-il dit. C'est une rançon. David a baissé les yeux sur le registre, son doigt traçant une ligne d'encre rouge. 14 août, il y a 2 ans. 12 000 $. Tu as dit que c'était pour un investissement dans un partenariat de marque. 3 avril de l'année dernière. 8 000 $. Tu as dit que c'était pour des factures médicales. Il a levé les yeux, rencontrant le regard terrifié de Suzanne. Mais le plus gros, c'était il y a 3 ans, la nuit de la fête du travail. Celle à laquelle nous n'avons pas assisté parce que tu as dit que tu étais malade, Suzanne. Suzanne secouait la tête frénétiquement maintenant, des larmes coulant sur son visage. David, arrête. S'il te plaît, protège le nom de la famille. La voix de David s'est élevée, craquant d'une fureur que je n'avais jamais entendue. Tu n'as pas protégé le nom de la famille. Tu as protégé une criminelle. Il a tourné la page. Cette fois, il n'y avait pas de reçu. Il y avait une copie d'un rapport de police collé sur le papier. Les 174 000 $ n'étaient pas pour des prêts commerciaux, Jessica. Ce n'était pas pour des cadeaux. C'était de l'argent pour acheter le silence. Jessica s'est figée. Son arrogance s'est évaporée, remplacée par une terreur soudaine et crue. Elle a regardé la porte, mais n'a pas bougé. Il y a 3 ans, a dit David à la pièce, Jessica est rentrée en voiture d'une fête, ivre. Elle a heurté une voiture en stationnement, puis elle a heurté un piéton. Une jeune fille de 19 ans qui promenait son chien. J'ai eu le souffle coupé. La pièce tournait. Je me suis souvenu de cette période. Jessica avait voyagé pendant 1 mois. Maman avait dit qu'elle était en Europe pour se trouver. Elle ne s'est pas arrêtée, a continué David. Elle a pris la fuite. Un délit de fuite. Suzanne sanglotait dans ses mains, son corps se balançant d'avant en arrière. Tu as pris notre argent de retraite, a dit David, la voix tremblante. 174 000 $. Tu as payé un avocat pour enterrer l'affaire. Tu as payé un règlement à la famille de la fille pour que ça reste hors du tribunal civil. Tu as payé le garage pour réparer la bosse au noir. Tu m'as dit que c'était un litige de stationnement. Tu m'as dit que c'était réglé. Il a claqué le livre. Le son a résonné comme un coup de feu dans le petit chalet. Vous avez volé notre avenir pour couvrir son crime.
Et ensuite, vous l'avez laissé s'asseoir ici, à cette table, et se moquer d'un garçon de 6 ans parce qu'il peignait un tableau. Vous l'avez laissé détruire son travail parce que vous lui avez appris que la destruction n'a pas de conséquences. Il a regardé Jessica, qui était pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu n'es pas une femme d'affaires, Jessica. Tu n'es pas une influenceuse. Tu es un passif, et ta mère est ta complice. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. C'était le son d'un mythe familial en train de mourir. Jessica a essayé de se ressaisir. Elle s'est levée, lissant sa robe coûteuse, essayant de convoquer l'arrogance qui l'avait protégée pendant 33 ans. Elle a regardé le registre, puis David, et a ricané. Et alors? A-t-elle craché? C'était un accident. Maman m'a aidé. C'est ce que font les mères. Elles aident, contrairement à toi. Elle a fusillé David du regard, le menton haut. Tu es juste jaloux parce que maman m'aime plus. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai ma propre marque. J'ai mes propres abonnés. Je n'ai pas besoin de ce vieux chalet poussiéreux de toute façon. David la regarda avec une pitié froide et détachée. Ce n'était pas le regard d'un père regardant sa fille. C'était un ingénieur regardant une structure condamnée. Tu n'as rien, Jessica. Il a attrapé dans la poche arrière du registre un document plié. Il l'a posé sur la table, juste à côté de son alliance jetée et de la peinture ruinée. Ce chalet est à mon nom. C'est mon héritage de mon père. Le nom de ta mère n'est pas sur l'acte de propriété. Il a aplati le papier. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Vous tous, Suzanne incluse. Je le mets en vente demain matin pour récupérer les fonds de retraite que vous avez volés. Tu ne peux pas nous mettre dehors, a gémi Suzanne, ses mains serrant sa poitrine. Où vais-je aller? Il pleut à verse. Je ne sais pas, a dit David, sa voix dépourvue d'émotion. Peut-être que tu pourras rester avec la fille dans laquelle tu as tant investi. Il s'est retourné vers Jessica. Et en ce qui concerne ton propre argent, il y a 10 minutes, pendant que tu versais du vin sur l'œuvre de mon petit-fils, j'ai gelé les comptes joints. J'ai signalé les transferts comme étant frauduleux en attendant une enquête judiciaire. La banque a tout bloqué. Tes cartes de crédit, les cartes de maman, le compte professionnel par lequel tu fais transiter de l'argent. Jessica a sorti son téléphone. Ses doigts ont volé sur l'écran, frénétique. Elle a tapé sur son application bancaire. J'ai vu son visage se décomposer. La couleur a disparu, la laissant grise et petite. C'est refusé, a-t-elle murmuré. Et voilà, l'illusion du pouvoir du portefeuille vide. J'ai regardé ma sœur, l'intimidatrice, l'enfant chéri, l'exemple de réussite, rétrécir sous mes yeux. Sans la perfusion financière de mes parents, son statut, sa confiance et sa personnalité se sont instantanément évaporés. Elle n'était pas une femme puissante. C'était une enfant dans un costume qu'elle n'avait pas payé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. Il était loué. Et le bail était terminé. Ton pouvoir était loué, a dit David, faisant écho à mes pensées. Et le propriétaire ferme l'immeuble. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. La tempête à l'extérieur avait éclaté et la pluie tombait à verse, transformant l'allée en terre en boue. Le vent hurlait dans le chalet chaleureux. Sortez! Jessica a regardé l'oncle Marc, qui avait ri plus tôt. Il a détourné le regard, soudainement fasciné par le plancher. Elle a regardé Suzanne. Suzanne ne faisait que pleurer, inutile et brisée, incapable de sauver qui que ce soit, même elle-même. Finalement, Jessica m'a regardé. Ses yeux étaient grands et humides, remplis d'une réalisation soudaine et désespérée qu'elle était seule. Sarah, a-t-elle plaidé, la voix tremblante. Dis-lui qu'il est fou. Tu ne peux pas le laisser me faire ça. Je suis ta sœur. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait terrorisé pendant 3 décennies. J'ai regardé la tache de vin sur la peinture de Jacob. J'ai pensé au silence que mon fils avait appris. Le silence que j'étais en train de briser. Tu devrais te dépêcher, ai-je dit, ma voix aussi froide que la pluie dehors. La circulation va être épouvantable. 6 mois plus tard, la lumière dans le nouvel appartement était différente. Ce n'était pas la lumière jaune et tamisée du chalet ni l'éblouissement fluorescent et dur de l'ancienne maison familiale. C'était blanc et propre, entrant à flot par de grandes fenêtres qui donnaient sur le parc de la ville.
C'était plus petit que la maison que David avait partagée avec Suzanne pendant 40 ans, mais c'était paisible. On ne marchait pas sur des œufs ici. Pas de soupir lourd venant de l'autre pièce signalant une séance de culpabilisation imminente. Pas de peur de la prochaine explosion. Je me suis assise par terre, appuyée contre le mur, en les regardant. David était à genoux à côté de Jacob sur une bâche. Ils étaient couverts de sueur. David lui apprenait à utiliser une boîte à onglets pour couper du bois pour un cadre de toile sur mesure. Il faut mesurer 2 fois, Jacob, a dit David, sa voix douce, patiente, la voix d'un homme qui n'avait plus besoin de crier pour se faire entendre. La précision est importante. Si le cadre est solide, l'œuvre est en sécurité. Comme ça, grand-père, a demandé Jacob, soigneusement, sa langue sortant en signe de concentration. Exactement comme ça. Ma mère, Suzanne, vivait dans un petit appartement à 2 villes de là. Elle envoyait parfois des lettres. De longues diatribes décousues écrites sur du papier à lettres coûteux, nous reprochant d'avoir ruiné l'image de la famille, de l'avoir embarrassée à l'église, d'être cruelle. Je les brûlais dans l'évier sans lire au-delà de la première ligne. Elle essayait toujours de nous taxer pour une paie qui n'existait pas, mais nous avions cessé de payer. Jessica travaillait dans la vente au détail dans un kiosque de centre commercial, vendant des coques de téléphone. L'enquête pour fraude avait déclenché un contrôle fiscal et elle se noyait dans les frais de justice. Elle avait dû vendre sa voiture. Elle avait dû déménager dans un studio. Pour la première fois en 33 ans, elle était confrontée à la réalité d'une vie sans filet de sécurité. Et la chute avait été dure. J'ai regardé mon fils. Il ne tressaillait plus. Il ne se cachait plus sous la table. Il faisait des saletés avec de la colle et du bois et il riait quand il renversait un peu de colle à bois sur le sol. Il ne s'est pas figé. Il a juste attrapé un chiffon et l'a essuyé, sachant que personne n'allait lui crier dessus. J'ai alors réalisé que le prix de cette paix avait été élevé. Nous avons dû briser la famille pour sauver les individus. Nous avons dû incendier la structure pour sauver les fondations. C'était un coup lourd, mais en regardant les épaules détendues de mon père, en regardant le sourire facile et insouciant de mon fils, c'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Si vous avez déjà dû rompre un lien pour vous sauver, écrivez liberté dans les commentaires. Rappelons-nous les uns les autres que nous avons fait le bon choix.